Dans ma rue, il y a 2 bars, et ils se ressemblent pas mal. Mais dans le premier bar, la pinte elle est à 4 €, alors que dans le second, elle est à 7 €. Et c'est sûrement la même chose chez vous. À Paris, à Lyon, à Toulouse, partout en France, on retrouve ces écarts de prix d'un trottoir à l'autre sur des bières pourtant quasiment identiques. Ces différences de prix, c'est la partie émergée de la bataille féroce que se livrent les industriels de la mousse. Une véritable guerre de la bière qui a accouché d'un système qui fait 2 victimes, les bars et les consommateurs. Pilsner, Stella, Kronenbourg, Maes, Belfort, Jupiler. Si vous êtes des habitués de l'happy hour, vous les connaissez. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que derrière les 1400 principales marques de bière industrielle, il n'y a que 3 grands groupes. Carlsberg, AB InBev et Heineken. Ces groupes, c'est ceux qu'on appelle les brasseurs, ceux qui vont, via leurs filiales, fabriquer la bière. Ces 3 multinationales, elles se partagent le marché depuis des décennies, et elles usent de tous les moyens à leur disposition pour asseoir leur position dominante. Et ça se passe devant vos yeux à chaque fois que vous allez boire une bière en terrasse, mais pour ça, il faut être un petit peu attentif aux détails. Imaginons, par exemple, il y a une personne qui va acheter un bar. Les pompes, il va falloir que je les paye, les tables, il va falloir que je les paye, la décoration, il va falloir que je la paye. Je pourrais faire appel à un brasseur qui va en fait me dire, écoute Kevin, je peux investir dans ton bar. Donc moi, ça va me coûter 40-50 000 €. Mais par contre, pendant X années, tu achèteras ma bière. Ce type d'arrangement, c'est ce qu'on appelle des contrats brasseurs. Un prêt d'argent qui s'accompagne souvent de l'installation d'une tireuse à bière ou de mobilier. En échange, généralement pendant une durée de 5 ans, le bar va s'engager à vendre un certain volume de bière du brasseur. Et c'est là que ça commence à se gâter. Au moment où le bar fait ça, il gagne donc ses 40 000 €, mais en même temps, il va aussi se condamner, puisqu'il va devoir payer une bière 2, 3, parfois jusqu'à 4 fois plus chère que son voisin. L'utilisateur, il va avoir le choix entre une bière à 4 balles et une bière à 9, qui est la même bière. Lui, il ne saura pas pourquoi, mais souvent, la personne qui a une bière à 9 sur la même rue, c'est quelqu'un en fait qui paye sa bière beaucoup plus cher. C'est-à-dire que tu es maquillé avec la boîte tant que tu n'as pas remboursé en fait ta dette. Surtout si c'est Beck, en fait, c'est eux qui te les mettent, ils appartiennent aux brasseurs en fait. La Pilsner, elle tire à 2,50 le litre pour un cure, ce qui est gavé cher. Moi je l'avais à 1,50 quoi. C'est-à-dire qu'ils se font 1 € par litre sur ma bière pour rembourser en fait ce que je leur dois. Sous contrat d'exclusivité, le brasseur peut se permettre de pratiquer des prix supérieurs au marché pour des bars qui ont l'obligation légale de se fournir chez eux. Et si les quantités écoulées ne sont pas respectées, il prend le risque de voir le brasseur débarquer pour reprendre ses parasols, ses tables et sa tireuse. Et un bar sans tireuse, ça marche bof. C'est tout bénef pour le brasseur qui non seulement vend sa bière à bon prix, mais s'assure aussi que le bar n'ira pas vendre de la bière des concurrents. Donc ça, mécaniquement, ça se répercute sur le prix de vente, ce qui fait que, en bout de ligne, vous allez payer votre bière un peu plus cher. Autant dire que le contrat brasseur a plutôt mauvaise presse. En Angleterre, il a même d'ailleurs été interdit sous la pression des associations de brasseurs. Le contrat débouchait sur une hausse d'environ 60% du prix de la bière dans les établissements sous cravate. Le beer taille avait alors une conséquence directe sur la santé financière des bars outre-Manche, et ce, y compris pour les grosses structures. Chez nous, pas d'abolition en vue, les patrons y sont même incités. Bien souvent, la banque, pour pouvoir financer la création d'un nouveau débit de boisson, va demander à ce qu'il y ait un contrat brasseur. Ça allège sa responsabilité et son investissement, ça répartit les risques. Et là, on arrive dans un effet complètement pervers du système, c'est que des gens qui pourraient choisir d'être maîtres chez eux, propriétaires de leur matériel de tirage pression et en capacité de négocier leurs tarifs, se retrouvent dans l'obligation de souscrire un contrat brasseur. Parfois, ils ont simplement pas le choix. Pour reprendre un établissement qui était sous contrat, il faut reprendre le contrat. D'ailleurs, quand on regarde les petites annonces, on voit que l'existence ou non d'un contrat brasseur, c'est l'une des premières infos affichées, parfois même avant le prix. Ça veut dire que pour le brasseur, que le bar soit rentable ou pas, c'est pareil. Il va pouvoir appliquer des pénalités si les quantités ne sont pas respectées, et s'il coule, on verra avec le suivant. Selon l'Humanité, en 2015, c'est près de 80% des établissements qui étaient liés par un contrat brasseur à Paris, et 40% hors de la capitale. Alors pour être rentable, les patrons et les patronnes de bars doivent être un peu inventifs. En fait, depuis quelques années, on a un phénomène où les brasseurs vendent ce qu'on appelle des marques blanches. Par exemple, Jupiler va faire une bière qui sera la même que la bière classique, sauf que le bar pourra mettre son nom. Si moi, je m'appelais Léo-Bar, j'appellerai ma bière la Léo. Soit ils vont mettre pinte sans les centilitres, qui fait en fait qu'ils vont nous vendre une pinte à 40 centilitres au lieu de 50. Et donc le client qui paye sa bière par exemple à 4 €, il a une pinte, mais en réalité qui fait 80% d'une pinte réelle. Donc parfois le bar d'en face qui fait 50 centimes de plus fait une bière qui est plus grande et donc c'est beaucoup plus rentable pour le client. Bon,
Tout ça, ça permet de faire des économies, sur notre dos au passage, mais ça change rien au rapport de force. Les brasseurs dictent leurs lois. Alors pour s'émanciper de ces géants industriels, les bars ont compris qu'il leur fallait plus de poids. Pour gagner la guerre de la bière, l'union fait la force, et ça ne date pas d'hier. Donc vous êtes vraiment ce qu'on peut appeler un bougnat. Le bougnat, le vrai bougnat de Paris. Le bougnat, c'est le nom qu'on donnait au 19e siècle aux Auvergnats montés à Paris pour y tenir des cafés charbon. Des établissements où on y vendait logiquement du café et du charbon. Tous les deux choses ne font qu'un. Avec l'essoufflement du commerce de proximité de charbon, les Auvergnats se sont focalisés sur la partie café jusqu'à développer un quasi-monopole. L'Auvergne s'est reconvertie. On peut dire qu'aujourd'hui, elle monopolise à 98% les débits de tabac, 90% des cafés et des restaurants, et 50% des hôtels sont aussi des fiefs auvergnats. Aujourd'hui, les Auvergnats détiendraient encore une bonne moitié des cafés et brasseries en Île-de-France. Et ça, à niveau négociation avec les brasseurs, ça aide un petit peu. Plus t'as de bars, plus tu fais de grosses commandes, et plus tu fais de grosses commandes, plus les prix baissent. Mais les Auvergnats vont aller encore plus loin. Pour s'approvisionner en bière, un bar va piocher dans le catalogue d'un distributeur, qui lui-même s'approvisionne chez un brasseur. Le bar, non seulement il peut être lié au brasseur, mais de toute façon, comme les distributeurs aussi eux-mêmes sont liés au brasseur, en réalité, il va quand même acheter souvent chez un distributeur qui n'est même pas forcément indépendant. L'un des plus gros distributeurs, c'est France Boisson. Le problème, c'est que France Boisson, c'est détenu à 100% par Heineken. Les Auvergnats ont compris que pour réellement s'émanciper de l'emprise des brasseurs, ils devaient donc s'appuyer sur leur propre réseau de distribution. Et ça va fonctionner. Des entreprises familiales auvergnates et aveyronnaises vont tirer leur épingle du jeu, comme le distributeur Tafanel qui va devenir le numéro 1 de la distribution de boissons en Île-de-France et qui le revendique encore aujourd'hui. De quoi tirer un sacré pactole. À la tête du groupe, les frères Guy et Christian Tafanel figurent en 2023 au 411e rang des premières fortunes de France selon Challenge. On pourrait citer les frères Pierre et André Richard des Cafés Richard ou Olivier Bertrand, patron d'Olivier Bertrand Distribution, par ailleurs à la tête de Burger King et de Quick. Un véritable empire générationnel qui s'est étendu à toutes les strates de l'activité. Il y a combien d'Aveyronnais autour de vous dans le milieu Moi, je suis avec la banque Centre-France, du Crédit Agricole Centre-France. Aveyronnaises? Cantal, Centre-France, c'est pas loin. L'expert comptable, il a des origines du Cantal. L'avocat, ils peuvent être Aveyronnais, ils sont Aveyronnais, les avocats. Mais de l'entraide à l'entre-soi, il n'y a qu'un pas. Le réseau auvergnat sait se montrer généreux avec les enfants du pays. Pour ne pas dépendre des brasseurs, les nouveaux venus peuvent obtenir des prêts pour se lancer et acquérir leur premier établissement. Mais là encore, les affaires sont les affaires. Ça se passe comment en fait? On les appelle? Le commercial avec qui vous êtes en contact vous amène chez le Big Boss, qui valide ou pas votre projet, et qui vous fait un chèque immédiatement, et vous repartez avec. Soit il prête avec un taux un peu supérieur à la banque, je crois, si mon souvenir est bon. Et qu'est-ce qu'ils vous ont demandé en retour? Rien à part un contrat plus ou moins moral de prendre le vin, les boissons chez eux, bien entendu. Une manière de préserver le royaume qui a perdu de son emprise d'antan. Car les Auvergnats le savent, ils ne sont plus la seule équipe sur le terrain. À la fin des années 50, lorsque le quasi-monopole des bougnats commence à s'étioler, les Kabyles vont mettre la main sur un certain nombre d'établissements de l'Est parisien. Sur fond d'histoire coloniale, les troquets tenus par des Kabyles deviennent des lieux de vie pour une première génération d'immigrés venus travailler seuls à Paris. En 1962, l'Algérie obtient son indépendance. Le peuple exulte, mais pour les cafetiers kabyles, l'avenir est incertain. Car à l'époque, pour tenir un débit de boisson en France, il fallait avoir la nationalité française. Les accords d'Évian vont donc prévoir une disposition faisant des Algériens les seuls étrangers à pouvoir disposer d'une licence 4, nécessaire à la vente d'alcool au public. S'inspirant des Auvergnats, une certaine élite kabyle va se doter de ses propres réseaux de distribution de manière à s'étendre et survivre face à la concurrence qui fait rage dans la capitale. Dans un article du Monde diplomatique, l'historien Mohamed Arbi explique que le métier de cafetier était réservé à une élite de l'immigration algérienne. On prenait comme un mauvais sort d'appartenir à la classe ouvrière. Il fallait en sortir au plus vite, et les plus aptes émergeaient pour aller dans le commerce ou dans d'autres activités. Dans le même article, l'un de ces cafetiers estime qu'aux abords de l'an 2000, plus de 50% des bars d'Île-de-France étaient tenus par des Kabyles. Le souci, c'est qu'avec une telle centralisation du marché, ceux qui trinquent, c'est les indépendants. Parce qu'entre les contrats brasseurs et les bars qui bossent qu'avec les copains, quand on est brasseur indépendant, c'est quasiment mission impossible de vendre sa bière. Et ça, malgré l'explosion de la bière artisanale ces dernières années. Aujourd'hui, on compte plus de 2400 brasseries en France, mais faute de pouvoir accéder à la tireuse du bar du coin, l'aventure risque d'être de courte durée. Quand un royaume devient trop grand, en fait, il déstabilise tout le monde et il fait sa loi, en fait. Et du coup, le principe du prince, c'est de faire grandir des petits royaumes quand le gros royaume est trop grand, pour que des petits royaumes ensemble arrivent à le faire diminuer. Et en fait, c'est un jeu d'équilibre permanent.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. La prochaine fois que vous irez boire une bière, regardez bien le sous-boc, le verre ou le parasol pour voir s'il y a une marque de brasseur qui traîne par là. Moi je vous dis à dans 3 semaines pour une prochaine vidéo sur Pigé.